C'est une histoire de silence. Un silence qui a duré plus de 40 ans, tapi derrière les grilles en fer forgé les plus célèbres du monde, celles ornées de notes de musique qui gardent l'entrée de Graceland. Nancy Rook n'était pas une star de cinéma. Elle n'a jamais vendu 1 million de disques, elle n'a jamais porté de combinaison à paillettes sous les projecteurs aveuglants de Las Vegas. Nancy était celle que l'on ne voyait pas. Elle était l'ombre bienveillante qui lissait les draps, qui préparait le café noir à des heures impossibles, et qui observait l'homme le plus célèbre de la planète lorsqu'il n'était plus le king, mais simplement un être humain vulnérable, en pyjama, cherchant un peu de paix dans sa propre cuisine. Elle a marché dans les mêmes couloirs, respiré le même air conditionné glacé qu'Elvis exigeait en plein été, et elle a vu ce que les caméras n'ont jamais capturé. Et avant de nous quitter, en 2022, elle a brisé ce silence. Ce qu'elle a révélé n'était pas une énième théorie du complot, ni une rumeur de tabloïd. C'était un souvenir précis, douloureux et transformateur qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les dernières heures d'Elvis Presley. Imaginez porter un secret pendant 4 décennies. Imaginez savoir que l'histoire officielle, celle imprimée dans les livres d'histoire et racontée dans les documentaires, manque une pièce cruciale du puzzle. Nancy Rook a vécu avec ce poids. Elle a vu Graceland passer d'une maison vivante, bruyante et chaotique, à un musée silencieux où les touristes défilent derrière des cordons de velours. Elle est restée là, gardienne du temple, souriant poliment aux visiteurs, tout en sachant que la vérité était bien plus complexe, bien plus tragique et étrangement, bien plus pleine d'espoir que ce qu'on nous a raconté. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette vérité. Nous allons traverser les murs de Graceland pour découvrir non pas la légende, mais l'homme, à travers les yeux de celle qui lui servait son dernier verre d'eau. Si vous êtes fasciné par l'histoire cachée des icônes qui ont façonné notre culture, et si vous voulez comprendre l'humain derrière le mythe, je vous invite dès maintenant à cliquer sur le bouton d'abonnement. C'est un petit geste pour vous, mais pour nous, c'est le moteur qui nous permet de continuer à creuser ces histoires oubliées. Merci infiniment de nous rejoindre. Pour comprendre la fin, il faut d'abord comprendre le commencement. Il faut saisir l'atmosphère unique qui régnait à Graceland avant que la tragédie ne frappe. Nancy Rook n'est pas arrivée là par ambition. Elle était une femme simple de North Memphis, cherchant du travail pour subvenir à ses besoins. C'était le 9 mai 1967. Une date qui semble anodine, mais qui allait marquer le début d'une aventure humaine hors du commun. Elle avait été envoyée par une agence d'emploi locale pour une mission temporaire. Elle ne savait même pas vraiment à quoi s'attendre en franchissant le seuil de cette demeure imposante. La première chose qui frappait Nancy, c'était le contraste. Dehors, il y avait toujours ce bourdonnement constant, les fans agglutinés aux grilles, espérant apercevoir une Cadillac sortir. Mais à l'intérieur, c'était un autre monde. Un monde régi par des horaires inversés et une hiérarchie complexe. Lorsqu'elle est entrée pour la première fois, Elvis dormait. Il était à l'étage, dans ce sanctuaire privé où personne n'avait le droit de monter sans invitation explicite. Nancy a été accueillie par la vieille garde de la maison, Minnie Mae Presley, la grand-mère d'Elvis, une matriarche au caractère bien trempé, et sa tante Delta. On lui a dit, « Commencez où vous voulez ». Une phrase simple, mais intimidante dans une maison de cette taille. Nancy s'est mise au travail avec une méticulosité qui allait devenir sa signature. Elle a épousseté les bibelots, elle a astiqué les meubles, elle a aidé à préparer le petit déjeuner. Mais ce n'était pas un petit déjeuner ordinaire. À Graceland, le matin commençait souvent à 17h. C'était le rythme biologique du king. Il vivait la nuit, quand le monde dormait et ne pouvait rien lui demander, et il se reposait le jour, protégé par des rideaux épais et du papier d'aluminium scotché aux fenêtres pour bloquer le moindre rayon de soleil. Ce premier jour aurait pu être le dernier. C'était censé être une mission courte. Mais Vernon Presley, le père d'Elvis, un homme qui gérait les finances et le personnel avec une main de fer teintée d'une anxiété constante liée à la peur de retomber dans la pauvreté, a observé Nancy. Il a vu son calme. Il a vu qu'elle ne cherchait pas à fouiner, qu'elle ne posait pas de questions indiscrètes, qu'elle travaillait dur. Avant que le soleil ne se couche sur Memphis ce soir-là, il lui a offert un poste à temps plein. Nancy a accepté. Elle venait d'entrer dans le cercle très fermé de la famille Presley. Son rôle a rapidement évolué. Elle n'était plus seulement une femme de ménage. Elle est devenue l'une des gardiennes du bien-être physique d'Elvis, et plus particulièrement, la gardienne de son estomac. La nourriture à Graceland n'était pas seulement une question de nutrition, c'était une question de confort émotionnel, de nostalgie, un lien direct avec l'enfance pauvre d'Elvis à Tupelo. Nancy a appris à cuisiner exactement comme il l'aimait. Et croyez-moi, les exigences étaient précises. Prenons les œufs, par exemple. Elvis ne voulait pas d'œufs brouillés baveux. Il voulait des œufs frits dans le beurre, avec les bords croustillants, mais le jaune encore coulant, souvent accompagné d'oignons et de fromage. Et le bacon? C'était tout un article. Il le voulait carbonisé. Pas simplement croustillant, mais véritablement brûlé, friable, sans la moindre trace de gras blanc visible.
Il disait souvent que c'était la seule façon d'être sûr que la viande était propre. Nancy passait des heures à perfectionner ses biscuits épais, typiques du Sud, gorgés de bas beurre, et ce pain de maïs qui devait avoir la consistance exacte de celui que sa mère, Gladys, lui préparait autrefois. Il y avait une intimité dans cette relation culinaire. Elvis surveillait sa cuisine. Graceland était équipé d'un système de sécurité avancé pour l'époque, avec des caméras en circuit fermé. Il y avait un petit moniteur dans sa chambre. Parfois, alors que Nancy essayait de réduire un peu les portions, de mettre moins de beurre ou de cacher une part de tarte pour sa propre santé, l'interphone grésillait. La voix d'Elvis, ce baryton reconnaissable entre mille, résonnait dans la cuisine. « Nancy, je t'ai vu. Remets ça dans l'assiette. » Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste une affirmation de contrôle. Il voulait ce qu'il voulait. C'était son royaume, et la nourriture était l'un des rares plaisirs qu'il pouvait contrôler totalement. Mais ce que Nancy retenait surtout, c'était sa politesse désarmante. Malgré la célébrité, malgré les sautes d'humeur dues à la fatigue ou aux médicaments, Elvis n'oubliait jamais ses manières. « S'il vous plaît, madame, merci, Nancy. » Il avait été élevé dans le respect des aînés et des gens qui travaillaient pour lui. Nancy racontera plus tard, il traitait les gens avec gentillesse, peu importe la pression qu'il subissait. Il pouvait être le roi du monde sur scène, mais dans sa cuisine, il était juste un garçon du Sud bien élevé. Au fil des années, Nancy est devenue un meuble de la maison, au sens le plus noble du terme. Elle faisait partie des murs. Elle voyait les défilés de petites amies, les réunions bruyantes de la Memphis Mafia, ses amis et gardes du corps qui gravitaient autour d'Elvis comme des satellites autour d'un soleil. Mais elle voyait aussi les moments de solitude. Elle voyait l'homme qui, à 3 heures du matin, errait dans le salon Jungle Room, cette pièce aux meubles en fourrure et à la cascade intérieure, l'air perdu dans ses pensées. Il chantait souvent. Pas pour un public, pas pour un disque, mais pour lui-même et pour Dieu. Le gospel était son encre. Nancy se souvient de ces moments suspendus où il descendait dans la cuisine, s'asseyait au piano ou simplement fredonnait un hymne religieux. Il invitait sa grand-mère Minnie Mae, et parfois Nancy elle-même, à se joindre à lui. Imaginez la scène, le roi du rock'n'roll, sa vieille grand-mère et sa cuisinière, chantant How Great You Are au milieu de la nuit, alors que le reste du monde dort. C'est cette humanité brute que Nancy chérissait. Pour elle, il n'était pas une idole. Il était une âme qui cherchait la paix. Mais le temps passait, et l'atmosphère à Graceland changeait. Nous arrivons à l'été 1977. Si vous avez déjà ressenti, dans votre propre vie, ce moment où l'air semble devenir plus lourd, où l'on sent que quelque chose d'inévitable se prépare sans pouvoir le nommer, alors vous pouvez imaginer l'ambiance de cet été-là à Memphis. Graceland, qui avait été un lieu de fête perpétuelle, semblait retenir son souffle. Elvis n'avait que 42 ans. C'est jeune. C'est terriblement jeune. Mais pour Nancy, qui le voyait tous les jours sans le filtre des projecteurs ou du maquillage de scène, il en paraissait 20 de plus. Son visage était gonflé, ses yeux souvent voilés. Ses mouvements, autrefois si fluides, si électriques, étaient devenus lourds, laborieux. Il souffrait physiquement. Glaucome, hypertension, côlon irritable, problèmes hépatiques, son corps, maltraité par des années de tournées effrénées et une pharmacopée dévastatrice, commençait à lâcher. Nancy essayait de maintenir la normalité. C'était sa mission tacite. Tant que le petit déjeuner était servi à 17 heures, tant que les draps étaient propres, tant que l'ordre régnait, peut-être que tout irait bien. Elle s'adaptait à ses caprices alimentaires qui devenaient de plus en plus erratiques. Certaines nuits, il demandait des festins gargantuesques, pain de viande, purée, haricots verts, tartes. D'autres nuits, il ne voulait rien d'autre que des grands verres d'eau glacée ou des jus de fruits, son corps rejetant toute nourriture solide. Il y avait une ombre qui planait au-dessus de lui, une ombre précise, un livre. Elvis, What Happened? Ce livre, écrit par Red West, Sonny West et Dave Ebley, 3 de ses anciens gardes du corps les plus proches qu'il avait licenciés l'année précédente, était sur le point de sortir. C'était la trahison ultime. Ces hommes, qui avaient vécu à ses crochets, qui avaient été ses frères d'armes, allaient révéler au monde entier ses secrets les plus sombres, sa dépendance aux médicaments, ses colères, ses obsessions. Nancy voyait l'effet dévastateur de cette trahison sur Elvis. Il était terrifié. Non pas pour lui-même, mais pour son image. Pour l'amour de ses fans. Il était inquiet, se souvient Nancy. Il ne savait pas si les gens l'aimeraient encore après avoir lu ça. Il avait peur d'être hué lors de la prochaine tournée qui devait débuter à Portland, dans le Maine, le 17 août. Cette anxiété le rongeait. Elle le poussait à s'isoler davantage, à chercher le refuge artificiel des pilules pour dormir, pour oublier, pour éteindre le bruit incessant dans sa tête. Et puis, il y avait Ginger Alden. Sa fiancée du moment. Elle était jeune, belle, elle avait été Miss Tennessee Traffic Safety, mais elle n'était pas Priscilla.
Elle vivait à Graceland, mais la relation était tumultueuse. Nancy et les autres employés, comme la fidèle Mary Jenkins, entendaient les disputes. Elvis voulait que Ginger l'accompagne partout, qu'elle soit fusionnelle. Elle, plus jeune, voulait garder une part d'indépendance, voir sa famille. Nancy a souvent surpris des tensions lourdes, des silences boudeurs. Mais elle voyait aussi un Elvis qui s'accrochait à l'idée du mariage comme à une bouée de sauvetage. Il parlait de renouveau. Il parlait de se marier à Noël. C'était sa dualité fondamentale. Un homme au bord du gouffre qui planifiait pourtant son avenir avec un optimisme presque enfantin. C'est là que le récit de Nancy devient crucial. Contrairement à la version populaire d'un Elvis suicidaire ou totalement résigné, Nancy a vu un homme qui essayait de se battre. Cet été-là, il avait entrepris des démarches pour se remettre en forme, à sa manière. Il jouait au racquetball frénétiquement sur le court qu'il avait fait construire derrière la maison. Il parlait de nouveaux projets de film. Il voulait changer. Nancy sentait cette agitation. C'était comme voir quelqu'un se débattre dans des sables mouvants, plus il essayait de bouger, plus il semblait s'enfoncer, mais l'effort était là. La volonté de vivre était là. Avant de continuer vers cette journée fatidique du 16 août, prenez un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà vu un proche lutter contre ses propres démons tout en essayant de faire bonne figure? C'est une vision déchirante. Si cette histoire résonne en vous, n'oubliez pas de laisser un j'aime sur cette vidéo. Cela aide énormément notre travail de mémoire. Le 16 août 1977. Une journée qui allait scinder l'histoire de la musique en deux. À Memphis, c'était une journée typique d'été, lourde, humide, une chaleur qui colle à la peau dès le matin. Pour Nancy Rook, la journée a commencé comme des milliers d'autres avant elle. Elle est arrivée tôt à Graceland, passant les grilles, saluant la sécurité. La maison était calme, mais ce n'était pas un calme paisible. C'était le calme qui précède la tempête. Elvis était rentré tard, ou tôt, selon le point de vue. Il avait passé la nuit chez le dentiste, puis il était revenu à Graceland. Il avait joué au racquetball avec Ginger et son cousin Billy Smith sous la pluie, dans une scène presque surréaliste. Il s'était assis au piano, dans le salon de musique, et avait chanté Blue Eyes Crying in the Rain et Ancient Melody. C'était sa dernière performance. Une performance privée, intime, pour une audience de 2 personnes. Quand Nancy l'a vu ce matin-là, il était environ 8 heures ou 9 heures. Il n'était pas couché. Il errait encore. Il avait l'air épuisé, ses cheveux noirs en désordre, ses yeux cernés. Mais il était poli. Toujours poli. Nancy s'est approchée de lui, sans doute au pied de l'escalier ou près de la cuisine. « Vous voulez un petit déjeuner, monsieur Elvis ?» a-t-elle demandé, prête à faire chauffer la poêle pour ses œufs frits. Il a secoué la tête. Un refus doux mais ferme. « Non, je ne veux rien manger maintenant. Je veux juste dormir. Mais j'aimerais avoir un peu d'eau. » Ces mots. Si banals. Je veux juste dormir. Nancy ne pouvait pas savoir qu'il serait prophétique. Elle a demandé à Pauline, une autre employée, d'apporter l'eau à l'étage. Pas un simple verre, mais une carafe, ces pichets en argent ou en verre qu'ils utilisaient pour garder l'eau glacée, celle qu'ils buvaient en grande quantité. Pauline est montée. Quand elle est redescendue, elle était perturbée. Elle a confié à Nancy, « Il m'a pratiquement arraché la carafe des mains. Je ne l'ai jamais vu faire ça. » Il avait l'air, pressé. Nancy a tenté de rationaliser. Il est juste fatigué. Il a joué au racquetball toute la nuit. Il a besoin de repos avant le départ pour Portland ce soir. La matinée s'est étirée. Nancy vaquait à ses occupations au rez-de-chaussée. Nettoyer, ranger, préparer la maison pour le départ de la tournée. L'avion, le Lisa Marie, était prêt sur le tarmac. Les valises étaient en cours de préparation. Vers 9h30, Nancy a entendu un bruit. Un bruit sourd, venant de l'étage. Pas un crash énorme, pas un cri. Juste un tude. Un impact mat sur le sol moquetté ou carrelé. Elle s'est figée. Elle a tendu l'oreille vers le plafond. Le silence est retombé instantanément. Dans une maison normale, on serait monté voir. Mais à Graceland, la règle d'or était l'intimité d'Elvis. On ne le dérangeait pas. Et Ginger était là-haut avec lui. Nancy s'est dit qu'il avait peut-être laissé tomber un livre. Elvis lisait beaucoup à ce moment-là, des ouvrages sur la spiritualité, la religion, la signification de la vie. Il lisait The Scientific Search for the Face of Jésus. Peut-être avait-il jeté le livre par frustration? Peut-être avait-il trébuché? Elle a repris son travail, mais une petite inquiétude s'est logée dans son estomac. Les heures ont passé. 10h, 11h. Midi, le silence à l'étage devenait oppressant. D'habitude, il y avait des signes de vie, l'interphone qui sonnait, des demandes. Là, rien. À 13h50, le téléphone interne de la cuisine a sonné. C'était l'interphone relié à la chambre principale. Nancy a décroché, s'attendant à entendre la voix d'Elvis demandant son petit déjeuner. Au lieu de cela,
elle a entendu la voix de Ginger Alden. Une voix méconnaissable, aiguë, brisée par la panique. « Qui est en bas ?» a demandé Ginger. « Il n'y a que moi » a répondu Nancy. « Il s'est passé quelque chose de grave ici ? Nancy, venez vite. » Le cœur de Nancy a raté un battement. Elle a lâché ce qu'elle tenait et s'est précipitée vers l'escalier arrière. Elle a monté les marches 4 à 4, ses jambes lourdes de peur. Elle a traversé la chambre principale, immense, sombre, et s'est dirigée vers la salle de bain attenante, celle qui servait aussi de dressing et de salon de lecture pour Elvis. Et là, l'image qui allait la hanter pour le reste de ses jours. Elvis était là, étendu sur le tapis épais de la salle de bain. Face contre terre. Il était recroquevillé, dans une position qui ressemblait presque à celle d'un enfant qui dort, ou de quelqu'un qui prie. Mais il ne bougeait pas. Il était bleu. Froid. Ginger était là, paralysée, en état de choc. Nancy s'est figée un instant, murmurant « Oh mon Dieu !» Mais très vite, l'instinct de survie, l'adrénaline a pris le dessus. Il fallait agir. Elle a dévalé les escaliers en hurlant pour trouver de l'aide. Elle a trouvé Alstrada, l'un des gardes du corps de service. « Montez vite !» Il s'est passé quelque chose. Ce qui a suivi fut un chaos indescriptible. Joe Esposito, le manager de tournée et ami proche, est arrivé. Ils ont tenté de le retourner. Ils ont tenté le bouche à bouche, le massage cardiaque. Mais Nancy, qui observait depuis le seuil de la porte, savait. Elle avait vu la couleur de sa peau. Elle avait vu le vide absolu dans la pièce. L'âme avait quitté le corps. Vernon Presley est arrivé, et ses cris de douleur, « Mon fils ! Mon fils !» ont résonné dans toute la maison comme un glas funèbre. Nancy a tenté d'appeler le docteur Nichopoulos, le fameux docteur Nick. La ligne était occupée. Encore et encore. Finalement, les secours ont été appelés. Mais quand les ambulanciers sont arrivés, c'est Nancy qui a dû les guider. Graceland est un labyrinthe. Les escaliers sont étroits. Elle leur a montré comment manœuvrer la civière. C'était une scène d'une tristesse absolue. Le corps de l'homme le plus adulé du monde, transporté maladroitement dans les escaliers de sa propre maison, sous les yeux de sa femme de ménage. Mais c'est ici, dans ces minutes de confusion totale, que se situe la révélation majeure de Nancy. C'est ici que l'histoire officielle diverge de son souvenir. Dans le tumulte, alors que le corps venait d'être emporté, alors que les sirènes s'éloignaient vers l'hôpital Baptiste Mémorial, Nancy s'est retrouvée seule dans cette salle de bain. Quelqu'un où elle n'a jamais voulu donner le nom exact, par loyauté ou par peur lui a donné un ordre, ou peut-être était-ce une suggestion pressante, il faut ranger un peu avant que la police n'arrive. C'était un réflexe de protection. Dans l'esprit de l'entourage d'Elvis, il ne fallait pas que le monde voie le désordre, les seringues potentielles, les flacons de médicaments éparpillés. Il fallait protéger l'image du King, même dans la mort. Nancy, en état de choc, a obéi. C'était son travail. Nettoyer. Ranger. Mettre de l'ordre. Elle a ramassé des serviettes. Elle a essuyé des surfaces. Elle a peut-être, sans le savoir, effacé des indices cruciaux. Elle a remis de l'ordre dans la scène de crime la plus célèbre de l'histoire de la musique avant même qu'elle ne soit déclarée comme telle. Je ne savais pas ce que je cachais, dira-t-elle plus tard, la voix tremblante. Je pensais juste aider. Je pensais qu'il allait peut-être revenir. Cette confession est lourde de sens. Elle implique que la scène découverte par les enquêteurs et le coroner n'était pas la scène brute de la mort. Elle avait été assainie par des mains aimantes mais mal avisées. Nancy a porté ce fardeau. La culpabilité de se dire, ai-je empêché la vérité d'éclater? Ai-je participé à un mensonge? Pendant des décennies, Nancy a gardé ce détail pour elle. Elle a continué à travailler à Graceland. Elle a servi Vernon jusqu'à sa mort en 1979. Elle s'est occupée de Minnie Mae jusqu'à sa mort en 1980, et de Tante Delta jusqu'en 1993. Elle est devenue la mémoire vivante de la maison. Quand Graceland a ouvert ses portes au public en 1982, Nancy était là. Elle voyait les touristes traverser la cuisine, s'émerveiller devant le salon, sans savoir que la femme qui passait la serpillière dans le couloir était celle qui avait vu Elvis vivant pour la dernière fois. Elle montait parfois à l'étage. C'était un privilège rare. L'étage est resté figé dans le temps, préservé tel qu'Elvis l'avait laissé, à l'exception du nettoyage qu'elle avait fait ce jour-là. Elle racontait sentir sa présence. Des bruits de pas. Des portes qui claquaient. Une fois, elle a senti une main sur son épaule alors qu'elle nettoyait un trophée. Elle n'a pas eu peur. Elle a souri. C'est juste lui, disait-elle. Il vérifie que je fais bien mon travail. Ce n'est que vers la fin de sa vie, sentant ses propres forces décliner, que Nancy a décidé de tout dire. Elle voulait corriger une perception. Le monde a retenu l'image d'un Elvis autodestructeur, un homme qui s'est suicidé lentement par la nourriture et la drogue. Mais la vérité de Nancy est différente. Elle affirme qu'Elvis ne voulait pas mourir.
Ce matin-là, il ne cherchait pas l'oubli éternel. Il cherchait juste à dormir pour être en forme pour son concert. Il avait des projets. Il voulait se marier. Il voulait voir sa fille, Lisa Marie, grandir. Il s'est éteint, a-t-elle dit, et personne ne l'a arrêté, parce que personne n'a vu à quel point il était vraiment malade. Pour Nancy, ce n'est pas une histoire de suicide, c'est une histoire d'épuisement. Un corps qui a dit stop alors que l'esprit voulait encore dire encore. En révélant qu'elle avait nettoyé la scène, Nancy ne cherchait pas l'absolution. Elle cherchait à montrer que tout le monde autour d'Elvis, elle y compris, l'aimait trop pour le laisser tomber, mais peut-être l'aimait mal. Ils l'ont protégé jusqu'à la fin, et même après, au détriment de la vérité clinique. Ils ont protégé le mythe, laissant l'homme mourir seul sur un tapis de salle de bain. Nancy Rook s'est éteinte le 15 août 2022, presque 45 ans jour pour jour après Elvis. Elle a emporté avec elle les derniers détails intimes de cette vie hors norme. Mais elle nous a laissé ce message final. Elvis Presley était un homme qui se battait. Il essayait de changer. Il a juste manqué de temps. Son témoignage nous oblige à revoir notre jugement. Au lieu de voir une déchéance, pouvons-nous voir une lutte? Au lieu de voir des excès, pouvons-nous voir une tentative désespérée de soulager la douleur pour continuer à donner au public ce qu'il attendait? Nancy Rook n'était pas qu'une femme de ménage. Elle était le dernier témoin de l'humanité d'Elvis. Elle a gardé ses secrets par amour, et elle les a révélés par vérité. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour ce voyage poignant dans l'intimité de Graceland. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a permis de voir le King sous un jour nouveau, plus humain et plus tragique, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous avons encore tant d'histoires incroyables à partager avec vous. Et surtout, laissez-nous un j'aime s'il vous plaît, cela nous aide à faire vivre la mémoire de ces témoins de l'ombre. Dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que l'entourage d'Elvis a eu raison de vouloir protéger son image ce jour-là, ou aurait-il dû laisser la vérité brute éclater dès le début? Votre avis nous intéresse. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.